Merci Hubert, hein, excellent exposé. Moi, deux peut-être questions à poser. La première, et ça j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, l'exposé, je dirais, de monsieur l'instituteur, comme on le disait au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il a le respect qu'il faut. Il y a un truc qui est très difficile, c'est comment répondre à des affirmations par des démonstrations. Et c'est là qu'on a effectivement un problème majeur. Parce que quelqu'un qui affirme, il n'a pas besoin de faire de fioriture, il sera cru. Et je crois que l'exemple que tu as donné, qui m'a troublé autant que toi, c'est celui de notre ami Roland Mass, qui nous dit finalement que la relation linéaire sans seuil, c'est pas si mal que ça, alors qu'on se bat depuis des années pour dire le contraire. Ça nous mène un peu à ce côté démonstration-affirmation. Et la gêne qu'on va avoir, c'est effectivement le poids des normes. Parce que quand on veut, par exemple, sur la relation linéaire sans seuil, aller parler du risque du nucléaire, nous, on va parler du risque nucléaire par rapport à 50 millisieverts. Mais à côté de ça, on a une norme à 1. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on démontre? Un moyen de démontrer, c'est effectivement d'oublier la norme et de ne parler que du risque réel. Mais pas facile. Et derrière ça, et c'est peut-être quelque chose que je te soumets pour les conclusions, moi, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, je l'ai dit juste un mot hier ou avant-hier, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, d'un point de vue social, il y a tout l'aspect de ce qu'on appelle les régimes spéciaux, dont on sait qu'ils sont une charge sociale, dans le sens que quand ils sont justifiés, c'est bien, quand ils ne le sont pas, c'est pas bien. Or, on est en train d'inventer aujourd'hui les points de pénibilité. On sait très bien tous que tous les régimes spéciaux vont se retrouver dans les points de pénibilité, et que grâce à des normes qui sont ce qu'elles sont, on va nous en rajouter des tas. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, je pense, pour le futur, un véritable drame social qui va être un problème de redistribution entre ceux qui seront supposés pénibles et ceux qui ne le seront pas. Et je crois que là, on a vraiment une question qui est extrêmement lourde devant nous. Tu veux répondre? Non, c'est pas tout à fait le sujet. Non, il ouvre le débat. Voilà. Bon, bah. Oui, je voulais donner un élément d'information complémentaire. Lorsque j'étais président du comité de l'environnement de l'Académie des sciences, on a mis sur pied un livret de l'environnement qui était destiné aux enseignants du second degré, du collège, disons, mais qui probablement est tout à fait accessible pour les instituteurs. Il est consultable sur le site de l'Académie, il a été remis à jour depuis, et il traite d'un certain nombre des sujets fournis, justement, son ambition en tout cas était de fournir aux enseignants les éléments nécessaires, avec une demande de retour d'ailleurs qui était un peu décevante, en disant s'il y a des choses qui ne sont pas claires, dites-le nous, on essaiera d'améliorer. Oui, là-bas. Oui. Merci. Suite à l'exposé d'Hubert, je voulais juste faire un petit complément. Bon, on a compris que les ondes électromagnétiques, enfin, ça c'était pas dangereux, les faibles doses de radiation c'est pas dangereux, les fossiles c'est dangereux, et puis les fossiles c'est dangereux, mais moi, enfin, deux fois dans l'exposé d'Hubert, j'ai cru voir que les fossiles c'était localisé, il fallait pas vivre trop près du périphérique, enfin la pollution des fossiles quand même. Et je me demande si on n'est pas passé à côté d'un gros problème, une tare de toutes les combustions fossiles, hein, parce qu'il y a une énergie, vous connaissez notre énergie qui a une tare qu'on ne peut pas ôter, soi-disant, etc. Donc quand une énergie a une tare au niveau de la communication, c'est pas mal. Et ben, cette tare, c'est le fait que même si vous travaillez chez Air Liquide, ben, vous faites votre combustion avec du diazote, hein, et quand vous faites de combustion avec du diazote, vous produisez quelques ppm d'oxyde d'azote, et ça fait de l'ozone. Et l'ozone, c'est pas localisé. Hein. Quand il y a des émissions à côté de Marseille, ensuite, compte tenu des cinétiques et du rayonnement solaire, vous avez l'ozone à 100 km ou 60 km à côté, l'ozone troposphérique, il y a une concentration de fond qui manque. Voilà, donc c'est juste un complément sur énergie et santé. On a peut-être oublié juste
le fait que les fossiles avaient cette tare aussi, et que ce n'était pas seulement des particules, hein, les fossiles, il y a vraiment pas seulement des particules, pas seulement du CO2, il y a aussi ça. Hein. Juste, ça marche. Juste répondre rapidement, c'est vrai que dans mon exposé ça n'apparaissait pas. En fait, finalement, si on regarde bien, ça n'a pas été trop dit non plus sur les 2 jours. Et finalement, le seul endroit où vous pouvez voir, je crois qu'il y avait aussi peut-être dans l'exposé de Paul Matisse, mais essentiellement, vous aviez dans l'exposé de M. Mas, vous aviez ce tableau qui, lui, concerne la morbidité associée aux centrales, aux lignes de charbon. Là, on n'est pas dans et on n'est même pas dans le CO2. Là, on est dans les émissions de soufre, les choses de ce genre, qui ont une capacité de diffusion peut-être pas aussi étendue, enfin aussi rapide que celle du CO2, mais qui s'étend largement. Voilà. Il s'agit d'une réflexion plus que d'une question. Bravo pour le résumé, Hubert. Et je me demande si on n'est pas devant un problème, face à un problème beaucoup plus général, qui est le problème du discrédit des experts. Nous sommes dans un pays, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe chez nos voisins, mais dans lequel l'instituteur, le professeur, le chercheur, le chef d'entreprise sont des gens qui nous sommes démonétisés. Et ces gens, je dirais, je ne sais pas pourquoi, n'osent pas s'exprimer. On s'exprime, nous, très à l'aise chez Sauvons le Climat, puisque nos responsabilités sont derrière nous, mais il me semble qu'il y aurait peut-être, c'est méchant de dire ça, une certaine forme de lâcheté de la part des experts qui ne veulent pas s'exprimer ou qui ne peuvent pas, mais je pense surtout qu'ils ne veulent pas pour des raisons d'intérêt ou de carrière. C'est aussi vrai pour des chefs d'entreprise d'ailleurs que pour des chercheurs ou des enseignants. Enfin, c'est une réflexion un petit peu négative, mais je voulais la faire. Je voulais la faire. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est quand même, M. Bois nous a montré quand même où dans l'esprit du public, il a mentionné que ce qui était important de nos jours pour le public, c'était la double combinaison de trust et confidence. Et moi, par exemple, je me souviens quand j'étais dans la direction là, de l'Institut, donc au CNRS, il y avait un diagramme qui nous faisait énormément plaisir. En ordonnée, il y avait la compétence et en abscisse, il y avait la crédibilité. Et le CNRS était en haut des 2 côtés. Et alors on était d'autant plus content que le CEA, avec qui le CNRS a traditionnellement une relation d'amour vache, lui se trouvait dans la compétence mais pas crédible. Et alors Oncle était là, et alors à ce moment-là je leur ai fait remarquer, oui mais attention, est-ce que nous pouvons être heureux avec un tel diagramme? Parce que regardez un peu, vous avez dans le coin inférieur les ONG qui sont non compétentes mais extrêmement crédibles. Alors à partir de ce moment-là, je m'étais demandé si on avait raison de trop faire de publicité autour de ce diagramme. Voilà. Alors je voudrais vous faire part d'un commentaire que j'ai entendu à Paris. SLC a de loin les meilleures explications scientifiques. Mais SLC a la plus mauvaise communication médiatique. Alors, je trouve très intéressant. Moi, je suis toujours frappé par mes petits-enfants. Le maître a dit. Mes petits-enfants, et je pense qu'on aurait intérêt à réfléchir, et j'étais très intéressé par votre intervention sur le fait que certaines de nos études ne doivent pas uniquement concerner la communauté scientifique dans laquelle nous sommes, mais puissent dégager, essaimer à l'extérieur, et que nous aurions besoin peut-être de gens moins dans la communauté scientifique pour nous aider à essaimer.
j'ai deux éléments de réponse par rapport à ce qui a été dit. Oui, bon, notre communication peut sembler faible, mais elle se renforce d'année en année. Nous avons franchi hier le million de pages vues sur Internet. Sur les réseaux sociaux, nous avons plus de 300 membres dans le groupe Facebook. Donc grâce aux fabuleuses études de Hubert, Jean-Pierre et tous les autres, plus l'activisme de Jean-Philippe, le rayonnement de SLC s'est aussi développé sur le net. Évidemment, nos conférenciers font le boulot qu'il faut pour qu'ils se développent aussi dans le monde réel. Et puis, au travers des réactions négatives que nous recevons, il y a aussi une certaine forme de reconnaissance. Moi, je me suis insulté sur les réseaux sociaux, on m'a traité de prof, c'est très grave. Le prof, oui. Merci pour le raisonnement de prof, parce que nous donnons des leçons, parce que notre information n'est pas contestable sur le fond, donc on la conteste sur la forme. Donc je crois que c'est une très grande force de SLC, c'est apporter à notre crédit. Nous avons un collectif, je crois, qui est terrible, qui est au sens anglo-saxon du terme, qui est vraiment terrifique, comme disaient les anglo-saxons. Et je crois que, bon, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, mais on est en train de franchir une étape. Donc voilà, d'ici la fin de l'année, il va y avoir encore plus de travail fait sur les réseaux sociaux.